Alors, dans la suite de ce chapitre de Stucchio, je vous rappelle ce qu'on a vu et qui est primordial pour pouvoir continuer le chapitre. Donc, on a vu que dans le tableau périodique, on avait ce qu'on appelle la masse molaire, autrement dit, la masse d'une mole exprimée en grammes. Cette masse molaire permet de convertir des grammes, donc des masses qui sont exprimées en grammes, en nombre de moles qui sont indispensables pour pouvoir partir dans un problème de Stucchio, parce que je vous ai dit au tout début qu'on avait utilisé cette nouvelle matière pour qu'on ait des quantités qui sont quantifiables. Donc comment est-ce qu'on fait? On passe de la masse au nombre de moles en divisant par la masse molaire qu'on trouve dans le tableau périodique, et on fait l'inverse en multipliant par la masse molaire. La masse molaire s'utilise arrondie à l'unité, et elle est égale pour un atome, par exemple au carbone, directement à ce qu'on trouve dans la case du carbone, et pour le CO2, elle est égale à la somme de ce qu'on trouve, donc 12 plus 16 fois 2 pour les deux oxygènes, grammes par mole, ça en fera 44. Donc on avait fait la première série d'exercices, on avait oublié un exercice qui était juste là, donc quelle est la masse qu'il faut pour avoir 0,1 mole de KOH ou de nitrate d'argent. On va le prendre à la valence 1, donc je vous propose de vite les faire maintenant. Donc on doit toujours garder en tête que 2 moles vers masse en grammes. Dans ce sens-là, on divise par la masse molaire. Dans ce sens-là, on multiplie par la masse molaire. Alors si vous ne trouvez pas si on doit diviser ou multiplier, dans quel sens on doit diviser ou multiplier, pensez à une chose. Les moles, c'est des choses qui sont toutes petites, microscopiques, qu'on ne voit pas. Les masses, c'est quelque chose que vous voyez. Donc pour passer de quelque chose qu'on voit à quelque chose qu'on ne voit pas, qui est donc plus petit, on doit forcément, pour obtenir quelque chose de plus petit, diviser. Et à l'inverse, si on ne voit pas les nombres de moles et qu'on veut obtenir une masse en grammes qu'on va pouvoir voir, donc un nombre plus grand, on va multiplier. Donc soit vous retenez ça, soit vous retenez la formule M sur M. Donc ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une masse, donc soit je fais masse est égale à N fois M, soit je suis ici, je sais que j'ai un nombre de moles et je vais multiplier par la masse molaire. Alors le KOH, c'est 39 plus 16 plus 1, donc je vais avoir 0,1 fois 39 plus 16 plus 1, 5,6. Donc si je prends 5,6 g de KOH, je vais avoir 0,1 mol. Pour le nitrate d'argent, on va le prendre à la valence 1, donc ça fait AgNO3. Donc la masse molaire, ça va être 108 plus 14 pour l'azote plus 16 fois 3. Donc 108 plus 14 plus 16 fois 3, ça donne 170. Donc 0,05 fois 170 la masse molaire, ça me donne 8,5 grammes de AgNO3 pour avoir 0,05 mol. Donc ça finit les exercices et la théorie sur les solides. Maintenant, forcément, on n'a pas que des molécules qui se rencontrent à l'état solide. On a aussi des molécules qu'on peut rencontrer à l'état gazeux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certaines conditions, donc en CNTP et en CSTP, alors qu'est-ce que ça veut dire? CNTP, c'est conditions normales de température et de pression. CSTP, c'est conditions standards. Ça doit être mis quelque part en dessous. On va le renoter parce que je ne sais pas si je l'ai mis quelque part. Donc CN, c'est normal, donc conditions normales température et pression. CS, conditions standard température et pression. Voilà, c'était là, conditions normales de température. Donc, conditions standard. Condition normale, c'est à 0 degrés Celsius et une atmosphère. Condition standard, c'est à 25 degrés Celsius et une atmosphère.
Et donc ce que vous devez comprendre, c'est que une mole d'un gaz, dans certaines conditions, va toujours occuper le même volume. Exemple, si on est en conditions normales, une mole d'hélium, une mole d'O2 et une mole d'N2, alors c'est pas super visible là, mais elles vont toutes les trois à chaque fois avoir un ballon qui est gonflé exactement de 22,4 litres. Quoi qu'il arrive, quand on est dans des conditions normales, une mole d'un gaz occupe toujours un volume de 22,4 litres. Donc en CNTP, on a toujours 22,4. En CSTP, ce volume va changer un tout petit peu. Voilà, CSTP, c'est la même chose, mais standard à 25 degrés, et il occupe 24,4. Alors vous le mettez entre parenthèses, on ne travaillera pas en CSTP, mais il y en a dans les exercices qui sont en CSTP, mais dans les interros, vous n'en aurez pas, on travaillera qu'avec le 22,4. Ce 22,4 s'appelle donc le volume molaire. Il est exprimé en litres par mole. Donc ça veut dire que le volume molaire en CNTP est égal à 22,4 litres par mole et qu'il va permettre de trouver le volume d'un certain nombre de moles ou le nombre de moles d'un certain volume. Comment est-ce que ça marche? En faisant ici. Le nombre de moles d'un volume donné est égal à ce volume divisé par le volume molaire. 22,4 si on est en CNTP, 24,4 si jamais on est en CSTP. Ça veut dire qu'à notre relation qu'on avait déjà évoquée ici, nombre de moles vers la masse en grammes pour les solides qu'on vient de travailler avec, se rajoute cette relation-ci qui est cette fois pour les gaz. Le nombre de moles multiplié par le volume molaire donne le volume en litres et inversement le volume en litres divisé par le volume molaire donne le nombre de moles. Cette relation va permettre donc de trouver un nombre de moles à partir d'un volume de gaz ou à partir d'une masse de solide. Alors, petite parenthèse sur la pression atmosphérique. Qu'est-ce que la pression atmosphérique et quel effet a-t-elle sur vous ou sur les objets qui vous entourent? Alors, la pression atmosphérique, ça correspond à la pression de l'air que vous avez autour de vous. Donc, autour de vous, on a de l'air, et donc, cet air pèse quelque chose sur vous, même si j'avoue qu'il n'est pas très lourd. Alors, qu'est-ce qui arrive à cette pression atmosphérique quand on va à la montagne, par exemple? Alors, pour pouvoir parler de ça, on va d'abord imaginer, vous avez tous déjà vu ces ballons remplis d'hélium, eh bien, si vous lâchez un ballon rempli d'hélium, qu'est-ce qui lui arrive? Il va monter dans le ciel, et qu'est-ce qu'il va arriver? Eh bien, il va gonfler. Donc il va devenir de plus en plus grand, et il va finir par éclater. Alors, pourquoi est-ce qu'il va finir par éclater? Eh bien, parce que lorsqu'on monte, la pression atmosphérique va diminuer. Pourquoi est-ce que cette pression diminue? Eh bien, parce que la pression atmosphérique, on vient dire que c'était la pression de l'air qui s'exerçait sur un objet. Donc, si on prend un petit bonhomme qui est à la mer ou un petit bonhomme qui est à la montagne, la pression de l'air, ici, donc la pression, correspond à la force exercée par la colonne d'air au-dessus de sa tête. Eh bien, la pression atmosphérique à la montagne est plus petite que la pression atmosphérique à la mer, simplement parce que vous avez moins d'air au-dessus de votre tête, et donc comme l'air pèse, il y en a moins, ça pèse moins, donc ça vous écrase moins. C'est exactement ce qui arrive à un ballon que vous laissez s'envoler. En réalité, le ballon, quand on le gonfle, eh bien, il a une force à l'intérieur qui est exactement égale à la pression atmosphérique à l'extérieur, qui fait qu'il a sa force. Donc la pression atmosphérique pousse dessus de façon à lui donner sa forme et cette pression est en équilibre avec la pression à l'intérieur. Quand vous montez, la pression à l'intérieur diminue. Donc, comme cette pression diminue, eh bien à l'extérieur, c'est la pression à l'extérieur, pas à l'intérieur. La pression ici diminue. Comme cette pression
diminue, elle exerce moins de force sur le ballon et elle permet donc à la pression à l'intérieur de pousser plus sur le ballon et donc de l'agrandir. Ça, c'est la première façon de le voir. Donc comme la pression à l'extérieur a diminué, la pression qui est à l'intérieur va pouvoir pousser et contrer jusqu'à s'équilibrer avec la pression extérieure. La deuxième façon de le voir, c'est que vous devez retenir qu'un objet doit toujours être en équilibre avec la pression exercée sur un objet, toujours en équilibre avec la pression qui est à l'intérieur de cet objet. Et donc, c'est pour ça que lorsque la pression à l'extérieur diminue, la pression à l'intérieur du ballon doit diminuer aussi, et normalement vous avez dû voir en physique quelque part que pour que la pression diminue, le volume doit augmenter. Donc le volume va se voir augmenter de façon à diminuer la pression à l'intérieur du ballon. Donc si on résume tout ça, donc la pression atmosphérique doit toujours être en équilibre avec la pression à l'intérieur d'un objet. C'est exactement pour cette raison que vous avez mal aux oreilles ou que vous avez vos oreilles qui se bougent quand vous montez dans un avion, parce qu'en montant en altitude, la pression diminue et donc la pression à l'intérieur de votre oreille n'est plus en équilibre avec la pression extérieure. Donc, lorsque le ballon monte, la pression atmosphérique diminue. Donc, pour rester à l'équilibre, la pression à l'intérieur du ballon doit aussi diminuer, vu qu'on a dit qu'elle devait toujours être égale. Pour que la pression intérieure diminue, le volume du ballon doit augmenter. Donc, le ballon augmente de volume et P intérieur est de nouveau égal à la pression atmosphérique. Si le ballon continue à monter, il éclate. Pourquoi? Parce que la pression va devenir tellement basse que le volume va devoir augmenter trop et dépasser le seuil de résistance du plastique du ballon. Alors il se passe exactement la même chose quand on tient un ballon qui est dans l'eau. Alors c'est pas dû à la pression atmosphérique, c'est dû à la pression de l'eau, mais c'est la même chose. Donc l'eau exerce juste une force qui est beaucoup plus forte et que vous allez sentir beaucoup plus vite que l'air, mais c'est le même procédé. Si on prend un ballon qui est gonflé et qu'on plonge dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la pression de l'eau va augmenter sur le ballon et ce ballon va diminuer de volume, pardon. Alors, on peut faire des liens entre le volume et la pression d'un gaz. Exemple ici, la loi de Boyle-Mariotte, elle dit que si on effectue des mesures de pression d'un gaz donné, A, donc ça c'est un gaz, en fonction du volume qu'on peut offrir à ce gaz. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une certaine quantité de gaz, le même, et on le met dans un certain volume ou dans un plus petit volume. Donc pour pouvoir le mettre dans un plus petit volume, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit exercer une force plus grande. Donc ça veut dire que quand le volume diminue, la pression à l'intérieur de ce gaz va augmenter.
Quand le volume offert à un gaz diminue, la pression de ce gaz va augmenter. Ce qui est logique vu que vous compressez le gaz et donc il va exercer plus de force sur les parois. Alors à l'inverse, si on fait le lien entre la température et le volume d'un gaz, plus la température augmente, plus le volume de gaz va augmenter également. D'accord, c'est ce qui se passe quand vous faites chauffer de l'eau pour faire cuire vos pâtes. Eh bien, à un moment donné, l'eau passe à l'état de gaz et la vapeur va faire sauter votre couvercle qui va faire gling 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 sur votre casserole parce que la vapeur pousse ce couvercle et a envie de s'échapper. Alors, toutes ces lois donc, de Boyle-Mariotte et de Gay-Lussac vont permettre d'écrire une équation qui est l'équation des gaz parfaits. Cette équation des gaz parfaits, elle correspond à la pression du gaz fois son volume, et elle est égale à la quantité du gaz en nombre de moles, fois la température en Kelvin, fois une certaine constante R qui est égale à 0,082. Alors, la pression, elle est exprimée en atmosphère, le volume est exprimé en litres, et donc cette constante, elle correspond à 0,082 litres atmosphère par mole par Kelvin. Alors, cette équation des gaz parfaits, on va l'utiliser, mais on ne l'utilisera pas beaucoup, nous, mais comme ça vous savez à quoi elle sert. On va l'utiliser quand on n'est ni en CNTP, ni en CSTP. Donc vous vous souvenez du CSTP et du CNTP, donc c'est-à-dire que c'était le 22,4 litres par mole et le 24,4 litres par mole. Et bien si on n'est ni en CNTP ni en CSTP, on va devoir utiliser cette équation des gaz parfaits. Ce qui pour le moment ne va pas être le cas, mais comme ça vous savez que ça existe. Alors la loi de Dalton, elle se rapporte de nouveau au mélange des gaz parfaits, et elle va dire que quand on a plusieurs gaz dans un milieu, eh bien, la pression totale qui est exercée par ces gaz dans le milieu va être égale à la somme des gaz parfaits, à la somme de toutes les pressions partielles. Donc si j'ai dans un ballon qui est gonflé avec de l'oxygène, du N2 et de l'H2 par exemple, eh bien la pression totale va être la pression de l'oxygène plus la pression du N2 plus la pression de l'H2, ce qui est assez logique en soi. Alors, maintenant on va repasser à ce qui nous intéresse directement ici. Ce qui nous intéresse ici directement pour les gaz, c'est de pouvoir convertir un nombre de moles en volume en litres. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec le volume molaire. Alors de nouveau, je sais que j'ai le volume molaire là entre mole et volume, mais je ne sais pas dans quel sens, si je dois faire fois ou diviser. Vous réfléchissez, le volume c'est ce que vous voyez, les moles c'est tout petit, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc pour aller vers un truc plus petit, je vais diviser par le volume molaire, et pour aller vers un truc plus grand, je vais multiplier par le volume molaire. Comme ça c'est déjà une chose de faite. Alors, donc, pour faire ces exercices, qu'est-ce qu'on doit regarder? On va regarder à chaque fois qu'est-ce qu'on me donne dans l'énoncé et qu'est-ce qu'on me demande. Et en fonction de ça, je vais multiplier soit par 22,4, soit par 24,4 en fonction de ce à quoi, comment dire, les conditions dans lesquelles on est. Donc ce que je propose, comme ça fait déjà 20 minutes de vidéo, je vais arrêter la vidéo là et vous allez faire les exercices et après on les corrigera ensemble dans le début de la prochaine vidéo.